Nemrod. Une histoire de Sornac. Racontée par Clément Sanso. Épisode 35. Une vieille blessure. Il fallut encore marcher une bonne semaine avant d'arriver en vue de la Batte, la capitale des bannis. Au fil des jours et des kilomètres, les langues s'étaient déliées. Bannis de naissance ou de quelques jours, tous se mélangeaient maintenant. Nemrod imaginait les bannis vivant isolés, dans quelques huttes éparpillées. Mais à en croire ses nouveaux camarades, la Batte était une véritable ville. Une ville tentaculaire, pour reprendre les mots de Nice. Cela faisait des siècles que les bannis occupaient les terres brunes. Et malgré les conditions de vie difficiles et les nombreux dangers, la population n'avait cessé de croître. Particulièrement prolifiques, les femelles bannies sortaient une nouvelle portée chaque année. Et, même si la majorité des nouveau-nés n'atteignaient pas l'âge adulte, ça finissait par faire pas mal de monde. Nemrod avait été surpris d'apprendre que la plupart des bannis ne connaissaient pas leur père. Ça n'était pas comme ça chez les Oranges, où le père et la mère s'unissent pour fonder une famille. Ah, chez nous, ça ne fonctionne pas comme ça, avait lancé Eunice en rigolant. Heureusement, se traîner le même renard jusqu'à la fin de ses jours, écouter ses complaintes, nettoyer ses caleçons, supporter ses manies, ah ça, non merci. Nous, les renards, on les voit quand ça nous chante. Et c'est très bien comme ça. Mais le reste du temps, ils sont où? Les mâles? Oui. Dans leur hamac, s'ils ne sont pas en train de traîner je ne sais où. Ils n'ont pas de maison? Non. Seules les femelles ont des maisons. Les mâles dorment dans des sortes de grands dortoirs. Ah bon? Oh, tu sais, ils ne sont pas malheureux. Ils sont entre potes. Ils se racontent des blagues, ils font des concours de bras de fer, ils jouent au dés. Au dés? Demanda Nemrod, légèrement inquiet. Oui, ils font des paris et des jeux de hasard. Ah oui? Ils parient quoi au juste? Tout! Leur chemise, leur honneur, leur tour de vaisselle, parfois même leur machette. Et les enfants? Bah, ils vivent avec leur mère. Dans de vraies maisons. Non, je ne parle pas de ça. Ah, je vois. Comment faisons-nous des enfants si nous vivons séparément? Oui, c'est ça. Les mâles nous rendent visite de temps à autre. Ah bon? Ils ont le droit? Oui, mais pas n'importe quand. Quand une femelle se sent disposée à accueillir un mâle pour la nuit, elle allume un petit lampion rouge qu'elle fait pendouiller à l'entrée de sa maison. Les mâles savent alors qu'ils sont les bienvenus. Mais attention, rien de garanti. Les femelles se réservent le droit de congédier les mâles qui ne sont pas à leur goût. Les candidats malheureux peuvent alors tenter leur chance ailleurs ou rentrer se coucher, la queue entre les pattes. C'est comme ça que ton père a rencontré ta mère? Certainement, oui. Et tu le vois souvent? Qui? Ton père? Je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Je ne sais pas, parce que je ne le connais pas. Quoi? Tu ne connais pas ton père? Bah non. Et je peux te dire que je ne suis pas la seule dans ce cas. Les femelles ne connaissent pas toujours l'identité des mâles qui passent par leur maison. Dans la nuit, tous les renards sont gris, comme on dit. Et puis, il peut arriver qu'une femelle accepte plusieurs mâles dans une même nuit. Du coup, c'est pas évident de savoir de qui sont les renardeaux qui viennent au monde. Quant à ma mère, elle était plutôt du genre éparpillée, si tu vois ce que je veux dire. Eunice enleva son chapeau conique et se gratta le haut du crâne avant de reprendre. Enfin, de toute manière, ça n'intéresse pas grand monde. Ceux qui savent qui est leur père n'en font pas tout un foin. J'ai une copine qui connaît le sien, elle le salue quand elle le croise dans la rue, mais ça ne va pas plus loin. Quant aux pères eux-mêmes,
Ils sont en général plus préoccupés par la conquête de la prochaine femelle que par l'avenir de leur rejeton. Bien sûr, il y a quelques exceptions. Il arrive qu'une femelle s'attache à un mâle en particulier et fasse appel à lui pour chacune de ses portées, voire l'héberge carrément sous son toit. Mais bon, ça reste quand même plutôt rare. « C'est dommage, je trouve », dit Nemrod doucement. « C'est comme ça », conclut Eunice en haussant les épaules. Au niveau alimentaire aussi, les bannis étaient très libres. Chacun pouvait manger absolument ce qu'il voulait, du moins en théorie, car en réalité, ils mangeaient surtout des noix. Il y en avait de toutes les formes et de toutes les tailles. On les mangeait aussi bien grillées que crues, nature ou salées. Il n'y avait pas vraiment de repas chez les bannis, mais plutôt un grignotage intermittent. Nemrod n'eut aucune difficulté à s'adapter à ce nouveau régime. Pour lui, qui avait passé 1 an à manger de l'herbe, c'était presque le luxe. Pas pour Mazen, qui ne cessait de se plaindre de la nourriture, ce qui ne l'empêchait pas de développer toutes sortes de stratagèmes pour en avoir plus que les autres. Quant aux piranhas, c'est plutôt symbolique. S'il arrivait aux bannis d'en croquer de temps en temps, c'était surtout pour signifier leur courage et leur détermination. « Alors, tu vois quelque chose ?» demanda Mazen à Nemrod. « Oui », répondit Nemrod, depuis l'arbre sur lequel il s'était péniblement perché. « C'est comment ?»« Flou. Difficile de distinguer les détails. Il y a une réverbération éblouissante et un épais nuage de poussière. »« Ah, ça promet », dit Mazen dépité. Nemrod et ses camarades s'étaient arrêtés au bord d'un petit ruisseau sinueux. La Batte n'était plus qu'à quelques kilomètres. Les renards profitaient de cette dernière étape pour se laver et se désaltérer. Discrètement, Nemrod partit faire sa toilette dans un coin. Depuis 2 jours, il traînait la patte. Sa vieille blessure à la cuisse, qu'il pensait définitivement guérie, s'était infectée. C'était sans doute à cause du climat chaud et humide de la région. Ici, une simple piqûre de moustique pouvait se terminer en steak tartare. Il fallait surveiller la moindre égratignure. Ne voulant pas passer pour une petite nature, Nemrod n'avait jusqu'alors rien osé dire à Eunice. Mais là, ça commençait à devenir vraiment trop douloureux et trop visible. La plaie était gonflée et purulente. Nemrod ne pouvait plus cacher sa gêne. Lui, d'habitude si bon marcheur, se traînait en queue de peloton. Se doutant de quelque chose, Eunice s'était approchée. « Ça va, Nemrod ?»« Oui, ça va aller. »« Si ça va aller, c'est que ça ne va pas. »« Bah, disons que ça a été mieux. »« Laisse-moi voir. » Eunice se baissa et examina la cuisse de Nemrod. « Bah, dis donc, c'est pas beau à voir. Tu t'es fait ça hier ?»« Non, c'est une vieille blessure. Je pensais ne plus en entendre parler, mais... » « Une vieille blessure ? Ça devait être sérieux ?»« Oui, plutôt sérieux. » Eunice passa son doigt sur la plaie. « Aïe ! Qu'est-ce que tu fais ? Ça fait mal !» Eunice se releva et planta son regard dans celui de Nemrod. « C'est une balle ? Tu as pris une balle dans la cuisse ? » ?»« Oui, c'est ça. Un concours de circonstances. »« Drôle de circonstances, » dit Eunice dubitative. « Une blessure par arme à feu ? Décidément, Nemrod, tu es plein de surprises. Je n'aurais jamais imaginé ça de toi, avec ton air de doux rêveur. »« Je ne vois pas le rapport, » répondit sèchement Nemrod. « C'est vrai, tu as raison. Bon, ne t'inquiète pas, on va s'occuper de toi. Je vais t'emmener chez la tanche. C'est l'un des meilleurs rebouteux de la Batte. Je t'accompagnerai chez lui demain. Il m'a à la bonne. Je suis sûre qu'il acceptera de te recevoir. » « Merci, Eunice. »« De rien, Nemrod. » Eunice se retourna et tapa dans ses pattes. « Hé, les nouveaux ! Vous êtes prêts à découvrir la perle de la jungle ?» Quelques voix s'élevèrent timidement. « Vous êtes prêts, oui ou non ?
Oui! J'entends rien! Oui! Bah voilà, ça fait plaisir. Et tout le monde mit le cap sur la batte. Tout le monde, sauf le vieux sorcier, qui avait bifurqué. Nemrod vous plaît ? Dites-nous pourquoi en nous envoyant un message depuis la page nemrod.io/contact. Rien ne nous motive autant que vos retours.